Pardon. Or, je peux vous assurer, ce déficit de solidarité familiale se vérifie à travers, par exemple, la fréquentation des établissements pour personnes âgées. Quand vous regardez très près, vous verrez à quel point le lien se délite très vite entre la personne hébergée et la famille. Il y a donc nécessité vraiment de repenser cette responsabilité collective. Mais cette solidarité d'implication, c'est une solidarité aussi, je dirais, de tous les habitants. Moi, j'envie nos amis québécois d'avoir partout dans leur quartier de grandes pancartes « Ton plus proche parent et ton voisin ». Ben oui, quand vous avez une difficulté, c'est par le voisinage que vous allez la résoudre. Et donc, ton plus proche parent est bien ton voisin. Lorsque vous avez des parents dépendants, croyez-vous que vous puissiez les maintenir à domicile pour respecter leur désir profond de liberté et de responsabilité si vous n'avez pas le soutien soit de la solidarité familiale, soit de la solidarité de voisinage? Or, sachez-le, demain, nous aurons 2 fois plus de personnes dépendantes et 2 fois moins d'aidants familiaux. Si nous ne remplaçons pas la solidarité familiale par la solidarité de voisinage, en respectant cet adage qui n'est d'ailleurs pas québécois mais antillais, ton plus proche parent et ton voisin, nous ne pourrons pas rester à domicile. Solidarité d'implication, c'est la solidarité de voisinage repensée. C'est la solidarité familiale repensée. Mais c'est aussi une autre forme d'implication de l'acteur public ou associatif. Moi, je suis extrêmement étonné de voir que chaque fois que nous avons analysé une situation d'enfants en danger n'ayant pas été protégés suffisamment, je pense à l'affaire Marina, je pense à une multitude d'autres affaires, d'avoir constaté que chaque professionnel avait fait son métier, mais que son métier s'arrêtait à l'exercice du métier. Or, je pense que quand on est dans le service public, ce n'est pas une éthique de métier que l'on doit revendiquer, mais une éthique de mission. C'est-à-dire qu'au fond, nous restons un acteur en dehors du cadre étroit de l'horaire, de l'emploi, du métier. C'est une responsabilité permanente. Dans l'affaire Marina, nous avons remarqué que la plupart des acteurs se contentaient de signaler l'enfant, de confier le dossier à quelqu'un d'autre, sans se préoccuper de savoir où mener effectivement le transfert du dossier, vers quelle finalité, vers quelle espérance. Et donc il y avait effectivement une sorte de, je dirais, segmentation de la réponse qui s'expliquait par l'absence de cet esprit de mission. C'est vrai aussi de l'école. Je le crains, l'école a perdu cette ambition que Jaurès avait donnée à l'école. C'est-à-dire qu'au fond, on apprenne avant tout à l'enfant à devenir, je dirais, un être de responsabilité. Et que donc, l'école ne soit pas simplement le terrain de prédilection de l'enseignant, mais d'une multitude d'acteurs. Pourquoi renoncer à faire de l'école, aujourd'hui, un endroit où les adultes du quartier viendraient transmettre leur expérience comme outil en main, ces artisans dont j'ai parlé, viendraient transmettre aussi, je dirais, leur expérience de la vie. Être un intellectuel, ce n'est pas être quelqu'un avec des diplômes. C'est être quelqu'un qui sait se servir de l'expérience de la vie pour se projeter vers un projet social, un projet personnel, un projet collectif. C'est ça, être un intellectuel. Eh bien, moi, je considère que la plupart d'entre nous peut être qualifiée d'intellectuel. Je rêvais d'ailleurs à un moment, là, j'avais créé une association dans un lieu de vacances, Culture et Fraternité, de faire intervenir dans des conférences, non pas des personnes dont on connaît un peu, je dirais, la compétence, mais de personnes totalement ignorées qui viendraient raconter leur histoire de vie. Car leur histoire de vie est certainement, je dirais, parfois bien plus significative que simplement des constats, je dirais, sociologiques, fussent-ils bien menés. Donc, cette idée, effectivement, je dirais, d'enrichir la solidarité de droit d'une solidarité d'implication
nous amène aussi à poser effectivement la question du risque et des normes. Une société qui considère qu'il faut tout normer est une société qui perd le sens de la vie commune, car la vie commune, par définition, est risque. Comment voulez-vous, dans une maison de retraite, préserver la vie sociale de ses habitants si vous ne laissez pas une place importante au risque? La possibilité de faire des crêpes, la possibilité de sortir, même lorsqu'on est Alzheimer, prendre des risques. Or, au CLV aujourd'hui, on n'a même plus le droit de faire d'omelette dans les maisons de retraite. Je vais raconter une anecdote qui n'en est pas une, puisqu'elle est vraie. C'est une maison de retraite qui voit s'échapper pendant quelques heures un de ses résidents. Immédiatement, la famille, parce qu'on est tous responsables, hein, ne croyez pas, immédiatement, la famille s'attache à dénoncer l'incompétence de la direction et on fait venir l'ARS. L'ARS débarque, l'Agence régionale de santé, et on voit au bout d'un moment l'inspecteur de l'Agence régionale de santé aller dans toute la maison en disant « J'ai trouvé, j'ai trouvé ». « Ah bon? Vous avez trouvé quoi ?» Eh bien oui, si vos résidents s'évadent, c'est parce qu'il y a trop de portes vitrées. Mettez donc à la place des portes vitrées de fausses bibliothèques. On n'est plus dans la protection, on est dans l'enfermement. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux contrôleurs des prisons qui souhaitaient développer son champ d'activité aux établissements pour personnes âgées dépendantes. C'est dire, tout à fait vrai, hein, tout à fait vrai. Il n'a pas été suivi, fort heureusement. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que je ne mets pas en cause le dévouement des professionnels. Je ne mets pas en cause le dévouement des élus. Je ne mets pas en cause tout cela. Mais je dis qu'il faut un moment bon sens aussi dans les choix publics. Vous ne pouvez pas préserver la vie sociale, qui est la vie tout court. Lorsqu'on est privé de vie sociale, très vite, c'est le reste. Si vous n'avez pas effectivement une prise de risque dans les choix d'établissement, dans les choix Et ces derniers temps, vous avez dû le remarquer, on a empêché pratiquement toutes les organisations de vivre de façon autonome une certaine liberté par des normes toujours plus importantes et qui finalement ont fini par assécher complètement tout le secteur de l'éducation populaire. Les centres de vacances, les scouts, etc. Parce que les normes, effectivement, entraînaient de tels niveaux de dépenses et de tels niveaux de réglementation que c'était impossible à maintenir. Il y a donc nécessité de repenser la solidarité et très concrètement dans le domaine de l'insertion, de la protection de l'enfance, de la perte d'autonomie, mais accompagner cette solidarité d'implication d'une refondation de la citoyenneté. Alors vous allez me dire, c'est très exigeant tout ça. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas revenir au point de départ, c'est qu'est-ce qui fait finalement aujourd'hui qu'être humain? C'est avant tout être quelqu'un relié aux autres. Quand vous interrogez les personnes en fin de vie, qu'est-ce qu'ils vous disent? Des grands moments de leurs espérances, de leur vie, de leur passion. Ça a été des moments de rencontre, des moments de lien, des moments de dialogue. Eh bien, c'est cela qu'il faut aujourd'hui restaurer et redemander au fond à chacun d'entre nous de ne pas être simplement un citoyen par l'intermédiaire de l'impôt que l'on paye ou du vote, mais d'être un citoyen impliqué quotidiennement dans l'entretien du vivre ensemble de la cité. Et certains y croient à cette renaissance de la citoyenneté. Il y a 2 ans, je découvre dans le journal de l'Action sociale une action menée par un maire en Alsace, une journée citoyenne. J'appelle ce maire et je lui dis, écoutez, ça m'a intéressé, pouvez-vous m'en dire plus? Et ce maire me dit, vous savez, monsieur, je suis musicien, j'ai une école de musique, et je ne supporte pas l'absence d'harmonie, les fausses notes dans ma ville. Et donc j'ai demandé aux habitants, pendant une journée, de sacrifier un samedi et de réhabiliter par des équipes très bien composées d'un professionnel, d'une personne âgée, d'un enfant, etc. Donc une véritable ingénierie du développement social chez cet homme qui n'était que musicien. Et finalement, ça a produit des changements inespérés dans la société de ma petite ville de Bervillers.
Donc nous allons avec quelques experts sociaux à Bervillers et nous faisons des interviews et nous constatons, au terme d'une cinquantaine d'interviews, que pratiquement tout le monde nous avait dit une journée a changé une année. Que dorénavant, on ne voyait plus de la même manière son voisin, le bénéficiaire du RMI, celui qu'on qualifiait de feignant, parce qu'au fond, toute la société avait appris à découvrir la richesse des autres. Alors nous disions avec mes collègues, c'est une initiative qui ne se reproduira pas ailleurs. Le poids charismatique du maire est tel que ça va être impossible. Eh bien, aujourd'hui, 180 villes font une journée citoyenne. Et l'espérance que nous avons aujourd'hui, c'est que demain, toutes les villes de France fassent une journée citoyenne. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble sans faire ensemble. C'est par le faire ensemble qu'on vit ensemble. Et que donc il faut effectivement donner à cette journée citoyenne une ampleur nationale. Alors nous avions proposé au président de la République d'aller voir la journée citoyenne. Il n'y a pas été. Les médias boudent ce type d'initiative. Donc nous allons réunir avec le président des maires de France et d'autres partenaires ces 180 maires à Paris prochainement pour interpeller la presse, peut-être même en enchaînant les maires, sur l'idée que, décidément, la presse ferait son devoir en donnant de la reconnaissance à toutes ces expériences qui prouvent que notre pays est capable, effectivement, de très grands bouleversements. Donc l'idée, c'est bien de se servir de tout ce qui est aujourd'hui prometteur pour le généraliser. Vous savez, au début, vous avez du doute. Et puis quand vous voyez que ça marche, eh bien, vous entrez dans le jeu. Et au bout d'un moment, vous vous dites, mais comment a-t-on pu éviter ce genre d'utopie ? L'autre utopie que nous entretenons dans notre institution, ou dont en tout cas nos partenaires partagent souvent ces utopies, c'est de faire de chaque aîné un acteur éducatif. C'est une véritable, je dirais, espérance qu'il faudrait que l'on développe. Vous savez, quand on vient prendre la retraite, on n'a qu'une envie, c'est effectivement d'utiliser le low cost pour aller visiter le reste du monde. Et c'est parfaitement compréhensible et utile. Mais au bout de 2-3 ans, vous savez, que vous soyez chez vous ou ailleurs, vous ne pouvez pas vous interroger sur cette abominable phrase « la vieillesse, quel naufrage ». Alors comment ne pas être vieux ? Eh bien en étant utile. Car la vieillesse, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'utilité. Et donc, dire aujourd'hui à nos concitoyens aînés, vous savez, nous allons retrouver le goût de l'aventure avec vous, ce serait une magnifique expérience. Nous y croyons et je vous dirai comment nous allons probablement gagner cette bataille. Et puis, comment, après le 13 novembre, ne pas s'interroger sur notre responsabilité sur les événements récents. Bien évidemment, je ne suis pas naïf. Et je suis de ceux qui soutiennent fondamentalement, je dirais en tout cas avec tous les moyens dont on dispose, des personnalités comme Khaled Benchek, que j'espère voir venir à la BFM, qui est un président de la Conférence mondiale des religions, un très bon ami, qui va d'ailleurs publier dans le prochain journal d'Action sociale une contribution, on le voit souvent à la radio ou à la télévision, mais qui dit effectivement, c'est d'abord la communauté musulmane elle-même qui doit oser combattre toutes ces dérives abominables. Donc il y a des responsabilités multiples. Mais une des grandes responsabilités, c'est d'avoir tous contribué à faire de la politique de la ville une politique de sédimentation et non pas une politique d'intégration. La politique de la ville n'a fait que renforcer la stigmatisation des quartiers en difficulté. On a fait l'envers de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on a pointé certains quartiers en disant on va mettre des moyens, mais c'était immédiatement stigmatiser ces quartiers, au lieu de rejouer fondamentalement la carte de la mutualisation. Prenons l'expérience du DALO. Elle est venue que renforcer la stigmatisation. On donne un droit de relogement à des gens en très grande difficulté. Et dès qu'il y a
un hébergement disponible, on y met cette famille. C'est-à-dire qu'on contribue encore à paupériser le quartier en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a entraîné toutes ces populations à une immense désespérance. On aurait dû faire de cette question des quartiers une priorité nationale. On aurait dû vraiment veiller à ce qu'il y ait, je dirais, l'absence de tout quartier caractérisé par la présence d'une communauté dominante. Or, c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des quartiers dits en difficulté. L'échec de la politique de la ville, c'est l'échec, effectivement, d'une vision de la ville selon laquelle, si le centre fonctionne, que la périphérie décline, ce n'est pas grave. Moi, je dis à tout maire, l'échec d'un quartier, c'est l'échec d'une ville. Et donc, la grande question, c'est de redonner, effectivement, aux maires suffisamment de responsabilité pour qu'ils puissent retrouver, effectivement, des projets qui mutualisent les catégories sociales, qui créent effectivement je dirais, de l'échange partout, de population, de culture, la diversité au service, je dirais, du développement. On a quelques exemples en France, je dirais, de territoires où la diversité est une richesse. Moi, je connais par exemple une ville à la périphérie de Paris, Clichy, c'est pas le fameux Clichy qui a échoué en matière de politique de la ville, c'est Clichy, porte de Clichy. Vous voyez là, effectivement, une répartition de population très équilibrée, et vous avez, au fond, une sorte d'entraînement mutuel qui fait de cette ville une ville où on a envie d'y vivre. Je pense donc que, là aussi, c'est une question de volonté. Et puis, de façon plus générale, une véritable adresse en direction des maires. Vous êtes en train de faire du développement durable une toute première priorité. Tant mieux. Mais à condition de comprendre qu'il n'y aura de développement durable si on rétablit dans le développement durable une place prépondérante au développement humain. Ce qui n'est jamais fait. Prenez la plupart des documents concernant l'engagement d'une ville dans le développement durable. Vous verrez qu'on y traite de toutes les questions d'environnement écologique, mais en laissant de côté effectivement la question du développement des liens et des repères, alors que le développement durable se conjugue en trois dimensions, l'économique, l'environnemental et l'humain. Mais l'humain est tout le temps délaissé. Or, il n'y aura pas, je dirais, d'engagement décisif de tous nos concitoyens dans le développement durable si on ne retrouve pas préalablement la préoccupation de l'autre, la préoccupation de la transaction, de la transmission, pardon. Et donc, il y a un enjeu manifeste à redonner confiance dans les autres pour redonner confiance effectivement dans un projet et dans l'avenir de notre planète. C'est donc une véritable révolution dans trois directions. Effectivement, la citoyenneté, la vulnérabilité, mais aussi la gouvernance. C'est une transition vers les conditions de la réussite, et j'aurai terminé pour que l'on puisse vraiment instaurer du dialogue. Comment réussir? Eh bien, c'est là où je crois qu'on est obligé de réinterroger, et pardon pour ce petit moment de réflexion un peu plus technocratique, qu'est-ce que la décentralisation? Si l'on en croit les dirigeants actuels, la décentralisation, c'est une manière d'optimiser la réponse publique. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des grands ensembles qui vont, parce qu'ils sont beaucoup plus grands, parce qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, intégrés, vont faire des économies à l'action publique. C'est une erreur grossière. Parce que la décentralisation, sa première responsabilité, ce n'est pas la production de biens, mais la production de liens. Et je crois qu'on a vraiment fait l'impasse sur ce qui est, je dirais, déterminant dans l'action municipale et même dans l'action départementale. C'est au fond, je dirais, ce qui nous reste de ce combat vers la fraternité à laquelle nous poussaient les constituants de 48. La liberté et l'égalité, mais pas au service du consumérisme et de l'individualisme. La liberté et l'égalité au service du vivre ensemble. On l'a oublié. Et les seuls qui entretiennent cette aspiration magnifique qui est déterminante pour la sauvegarde de la liberté individuelle, parce que vous ne sauverez pas la liberté individuelle
en traçant des barrières, mais au contraire en traçant des passerelles. Eh bien, c'est au fond le rôle de l'acteur local. La liberté et l'égalité, c'est l'affaire de l'État. La fraternité, c'est l'affaire du local. Si on prend en considération cette légitimité première de l'action locale, eh bien, on n'impose pas à une communauté d'agglomération qui fonctionne bien avec 9000 habitants l'obligation de devenir une agglomération de 30 000 habitants. Parce qu'on va perdre la proximité, parce qu'on va perdre l'efficacité, parce qu'on va perdre la confiance, parce qu'on va perdre la durée. Il y a nécessité de réinventer la décentralisation et le rôle de l'État. On est en train de développer l'esprit régional. Est-ce que dans une période de crise écologique et économique, c'est le moment de restaurer les individualismes régionaux? Quand on voit ce qui se passe avec la Catalogne, quand on voit ce qui se passe avec la Flandre, quand on voit ce qui se passe en Italie, avec l'Italie du Nord. Mais non, la région, qu'on cultive l'esprit culturel régional, qu'on laisse effectivement certaines qualités aux Bretons que les Alsaciens n'auront pas, ou inversement, mais gardons-nous de détruire l'unité nationale. Au contraire, renforçons l'État et sa dimension régionale. Ça serait utile. De faire de l'État un État déconcentré dont la caractéristique serait la durée. Car aujourd'hui, une des questions déterminantes pour l'avenir de l'action publique en France, c'est la question de la durée. Comment voulez-vous qu'un État connaisse le territoire et agisse sur le territoire quand vous avez des préfets dans la moyenne de durée sur un territoire n'est que de 18 mois? Comment voulez-vous que ça fonctionne? Moi, en 5 ans, à Limoges, j'en ai connu 3. Il y a donc nécessité de restaurer le rôle de l'État dans sa dimension régionale. C'est une des premières conditions avec celle d'une autre lecture de la décentralisation. J'en rajouterai une seconde, la généralisation des bonnes pratiques. Pourquoi se contenter de 300 outils en main en France? Pourquoi ne pas avoir 30 000 outils en main en France? Pourquoi n'avoir que 200 journées citoyennes en France? Pourquoi ne pas avoir 20 000 journées citoyennes en France? La France en serait changée. Troisième obligation, remettre l'éthique au cœur de l'action, qu'elle soit publique, politique, associative ou individuelle. Je ne crois pas à la renaissance de l'action politique en France sans le retour de l'éthique dans l'action politique. C'est une obligation de réussite pour l'action politique. Donc ce n'est pas simplement de la générosité. Ce n'est pas une quête d'excellence, c'est une quête de survie pour l'action politique, où on aura les pires aventures. Et vous savez qu'on en est menacé. Ce retour de l'éthique, c'est le retour du durable. Cessons de produire pour chaque incident une réglementation. Attaquons-nous aux causes des difficultés et non pas simplement à leur expression. C'est donc là un pari immense que l'action politique doit entretenir. Mais en contrepartie, nous devons tous reconnaître qu'il n'y a pas d'éthique sans action politique. Moi, je m'élève fortement contre tous ceux qui sont en train de dénier à l'action politique tout mérite. Moi, je suis de ceux qui affirment haut et fort que 2/3 des acteurs locaux s'appauvrissent en faisant de l'action politique. Je dis bien s'appauvrissent. Donc cessons de considérer que l'action politique en France n'a plus aucune légitimité. C'est complètement faux. Nous avons probablement l'action politique locale la plus méritante d'Europe. C'est vrai que nous avons un problème national, qui est un problème de vulnérabilité. On confie la responsabilité de la gestion de la vulnérabilité, qui est la première des responsabilités gouvernementales, à des gens qui n'ont aucune connaissance de la vulnérabilité. Car leur seule réussite à un concours les met à l'abri de toute forme de vulnérabilité. C'est bien évidemment un déficit complet, je dirais, d'efficacité. D'où vient la compétence de la vulnérabilité? Et donc, nous avons là un vrai problème. Et je pense qu'il va falloir, bien évidemment, s'y attaquer.
Mais le monde associatif, vous savez, n'est pas non plus sans quelques responsabilités. Je me rappelle, il y a quelques années, la grande mode des grandes associations, c'était ce qu'on appelait les enseignes. Une très belle association comme la DMR, que j'aime énormément, eh bien, a investi plusieurs millions d'euros pour transformer son nom en Personia. Mais toutes les autres associations font la même chose. C'est-à-dire qu'on croyait concurrencer le secteur commercial en prenant les mêmes règles que le secteur commercial. Il fallait du Carrefour, du Mammouth, du Casino. Mais arrêtons. Quelle est la légitimité du mouvement associatif, sinon les valeurs? Or, qu'est-ce qu'on faisait depuis 20 ans? C'est dénier aux bénévoles leur véritable place dans le mouvement associatif, professionnaliser à outrance, s'engager dans des histoires invraisemblables d'enseignes pour les grandes associations, au détriment, je dirais, de l'entretien des valeurs. Je me rappelle de Jean-Michel Bélanger ayant la responsabilité du centenaire de 1901, lui disant, écoute, c'est l'occasion ou jamais de remettre la fraternité au cœur du mouvement associatif. Écoute, ils ont suffisamment de problèmes matériels pour qu'on les emmerde avec ces questions-là. Voilà où nous a mené, effectivement, cette terrible, je dirais, comparaison avec le secteur commercial. Nous avons imité le secteur commercial au lieu d'entretenir nos valeurs. Et vous savez, je vais vous citer un exemple, non pas pour parler de mon action, mais pour vous montrer qu'on peut changer le monde quand on se met en colère. Le dernier journal d'Action sociale titre sur « Les associations montrent l'exemple ». L'ADMR choisit les voitures électriques. Ben, je vais vous raconter comment ça s'est passé. L'ADMR est peut-être présente dans la salle, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Je vois le directeur de cette magnifique association et je lui dis, vous allez fêter les 70 ans d'anniversaire de l'ADMR, vous ne pouvez pas vous priver d'un débat sur les valeurs. Il me répond, tu as probablement raison. Je lui dis, écoutez, il faut même de l'exemplarité. Pourquoi vous ne lancez pas un mot d'ordre que vos associations achètent des bagnoles électriques? Il me dit, oui, peut-être. Il va devant son bureau et il obtient un refus. Alors il revient vers moi et il me dit, bon, ça n'a pas marché. Et ce jour-là, je ne sais pas, j'ai pété les plombs. Et je lui dis, mais attends, on commençait à vraiment nous désarmer tous. On n'a plus envie de se battre. C'est pas possible. Tu fais 70 ans, il y a la COP 21, et tu te prives d'une extraordinaire manière même de communiquer en faisant finalement la fusion des deux. Il me dit, tu as peut-être raison, je vais repasser devant le bureau. Il repasse devant le bureau, il a le feu vert. Et donc, on fait un numéro spécial pour le distribuer. En plus, on vante les mérites de la voiture électrique. Et tout ce congrès, qui devait être un congrès encore, on aurait abordé la question du bouc émissaire, du moyen, de l'absence de ci, de l'absence de là, de façon extrêmement positive, vers le développement durable. Ils ont parlé pendant 2 jours que de développement durable. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette colère, eh bien, ça ne se serait pas fait. Et derrière la réussite du congrès, il y a probablement plusieurs milliers de bagnoles électriques qui vont remplacer des bagnoles polluantes. C'est dire que le changement est possible, qu'il faut simplement, à un moment déterminé, voir que l'urgence de la vulnérabilité nous oblige à transformer le monde, non pas dans une quête d'excellence, mais dans une quête de survie. J'ajoute que le service public, et je l'ai déjà dit, doit nécessairement retrouver le goût de l'éthique de mission. Moi, je n'hésite pas à le dire, parce que je suis issu de la fonction publique. On ne peut pas se prévaloir dans un monde de précarité de la garantie de l'emploi si on n'a pas en contrepartie une valeur ajoutée par rapport à un emploi ordinaire. Cette valeur ajoutée, c'est le sens de la mission du service public. Et donc, c'est terrifiant de dire que nous l'avons perdu. Je viens de Nouvelle-Calédonie. Je vais voir une MEX, excusez-moi, mais je prends des exemples, c'est intéressant parce qu'on voit que ça vient quand même de l'observation et pas de l'idéologie. J'arrive dans une MEX, elle est magnifique, une magnifique maison. En plus, vous imaginez la Nouvelle-Calédonie, c'est très beau, c'est magnifique. Bon, on s'occupe des personnes en difficulté. On fait la réunion, et puis on commence un tour de table. Et il y a un gars qui me dit, vous savez, monsieur, on est bien dans cette maison, on fait du bon boulot, tout ça. Mais vous savez, moi, je suis quand même très vexé
J'étais un ancien plombier, et l'autre fois, on est venu me chercher parce que je suis un ancien plombier pour que je répare la plomberie de la maison. Et tout ça a été extrêmement stigmatisant pour moi, parce que moi, je ne suis pas un plombier, je suis un éducateur. Mais il faut voir le nombre de fois où on voit nos professionnels se retrancher derrière, je dirais, ce que leur apporte une nouvelle responsabilité, au détriment de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que tu aides avec tes compétences, qu'elles viennent de l'éducation ou de la plomberie. C'est une véritable question dans nos sociétés. Grâce à l'action du président du conseil départemental, nous avons transformé, avec quelques personnes qui sont là, un établissement qui accueillait 80 enfants en une pépinière de petits établissements familiaux. Mon rêve était d'en faire, le rêve du président du conseil départemental, était d'en faire finalement d'espaces de vie familiale. Et on avait mis une maîtresse de maison et plein d'éducateurs. Eh bien, un soir, il y a une tentative de suicide. Et à ce moment-là, je viens visiter la maison et je découvre que les horaires des éducateurs étaient fort mal adaptés aux horaires des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne le soir, un moment de très grande détresse de l'enfant. Il n'y avait plus qu'un gardien de nuit. Et vous vous apercevez dans ces occasions-là que très souvent le service public est pensé d'abord, je dirais, autour de la question de l'emploi et du métier, avant d'être pensé autour de la question de l'enfant et de ses attentes. Je crois vraiment que si nous voulons restaurer le goût de la République, combattre efficacement, je dirais, les idéologies simplistes et dangereuses, il faut que le service public retrouve, je dirais, cette vocation à étonner, à ce que chacun d'entre nous se sente, au fond, je dirais, inspiré par le service public. Et il y a un énorme travail, mais qui est passionnant. Quand vous mettez les professionnels en condition de redevenir des militants, mais ils vous en sont infiniment reconnaissants. Moi, je ne me suis jamais fait engueuler quand j'ai tenu des propos de cette nature devant des dizaines de professionnels. Je terminerai donc en disant que tout ça est possible. Alors, quelle voie prendre? Eh bien, moi, j'en avais une que j'avais proposée au président de la République, qui n'a pas été suivie des faits. C'est de transformer l'année 2016 en une année de la fraternité, avec un point d'orgue de faire d'une semaine, au moment du printemps, une semaine de la fraternité, où chacun d'entre nous s'efforcerait, pendant une semaine, de montrer qu'on peut effectivement repenser complètement nos postures de voisins, de professionnels, aller beaucoup plus loin dans notre humanité, parce que je ne doute pas de votre humanité, pas plus que de celle qui parfois nous déstabilise. Je crois que, je l'ai dit, des gouvernants, ce n'est pas leur qualité humaine qui est en cause, c'est leur statut social qui est en cause. Moi, je pense que les énarques sont probablement plus généreux que nous le sommes. Mais le problème, c'est qu'à un moment déterminé, leur positionnement social en fait des gens qui sont totalement hors sol. Et c'est là la difficulté. Donc, une semaine où chacun d'entre nous changerait de posture. Une semaine où on généraliserait les journées citoyennes. Une semaine où l'école s'ouvrirait à tous les adultes du quartier. Une semaine où, au fond, la France retrouverait, je dirais, ce qui fait sa puissance, sa richesse. C'est le fait qu'elle soit, je dirais, le phare de l'humain. Et c'est, je le crois, encore possible. Il faut impérativement militer pour que ça se produise. Mais par ailleurs, il faut aussi travailler la méthodologie. Alors ça vous intéresse moins, mais je vous en dis deux mots, pas pour parler de mon institution, mais pour vous dire qu'il faut continuer à croire qu'il est possible de changer nos sociétés. Nous avons engagé une expérience avec Civil, il y a 2 ans, pour voir dans quelle mesure un projet municipal pouvait être beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Ces Civils sont des villes emblématiques. 3 de droite, 3 de gauche. Parmi les Civils, vous avez Bordeaux ou Strasbourg. Vous voyez, on joue partition élevée. On le joue avec les maires. On le joue avec les maires. Moi, j'ai été donner les résultats de l'étude directement aux maires. J'entends encore Juppé me dire, avec une mine un peu sévère,
Au fond, je vous reçois, Monsieur Sanchez, mais fort fâché de voir que tout votre rapport aboutit à l'idée que je suis incompétent. Alors, je commençais à m'inquiéter, non mais franchement. Et cet homme a un peu d'humour parce qu'il me dit « Mais vous savez, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous avez raison. » En fait, que disait-on de Bordeaux comme de Strasbourg, où on a à peu près eu la même réception du maire de Strasbourg, socialiste, c'est qu'au fond, on traitait la question sociale à la périphérie de l'action municipale, avec le CCAS. Démerdez-vous. Alors que nous sommes tous vulnérables, que donc toutes les politiques doivent concourir au développement des liens et des repères. La politique sportive, la politique culturelle, etc. Et au fond, qu'il y ait une coordination politique, qu'il n'y avait absolument pas. Chacun s'ignorait. La politique de la ville ignorait la politique sociale, la politique éducative ignorait la politique culturelle, dans les civils. Mais ce qui est merveilleux, pour ça que je crois plus aux acteurs locaux qu'aux acteurs nationaux, c'est qu'ils nous demandent maintenant de reconduire la recherche. Et nous y adjoignons, depuis janvier 2015, 3 villes emblématiques de la problématique interculturelle. Garges-les-Gonesse, probablement Creil, et Clichy, l'autre Clichy. Je ne sais jamais lequel. C'est un Clichy qui est totalement abandonné, où il y a eu pourtant un très grand maire. Oui, Clichy-sous-Bois. Je confonds la Garenne et voilà, Clichy-sous-Bois. Un type magnifique, qui est mort malheureusement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Vous allez voir, c'est très concret. Moi, mon but, franchement, c'est pas que vous disiez on a eu un bon ou un mauvais conférencier. Si je peux, au terme de cette soirée, avoir le sentiment que j'ai un peu déstabilisé vos doutes, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Que veulent les maires? Eh bien, ils veulent faire de chacune des villes un laboratoire d'une idée folle que j'entretiens depuis quelques années. Par exemple, la ville d'Arras, qui fait partie des 10 villes, a décidé que chaque aîné d'Arras deviendrait un acteur éducatif. Et on va chercher comment. Garges-les-Gonesse veut transformer la politique de la ville. D'ailleurs, Caner nous y aidera, ministre de la politique de la ville. Bordeaux considère que le diagnostic territorial qu'elle faisait jusqu'à présent ne servait à rien, car il était étranger aux politiques. Elle va revisiter complètement la question du diagnostic comme une question préalable à la réinvention, justement, d'une décision publique, etc., etc. Mais chaque ville va porter un projet. Voilà. C'est donc possible de croire en des utopies. Et j'ai essayé aujourd'hui de vous faire partager cette conviction en vous avouant, tout à fait au bout du bout, que vous m'avez donné beaucoup d'honneur à m'écouter et surtout à me permettre d'adresser un petit message à mon père qui m'a quitté depuis longtemps, en lui disant, tu sais, quand tu as quitté l'Espagne, tu lui disais, j'ai quitté un pays de soleil pour un pays de lumière. Eh bien, tu n'avais pas tout à fait tort. Merci de votre attention. Oui, je vous savais passionné, mais vous êtes aussi passionnant. Enfin, je crois que le silence avec lequel vous avez été entendu et le témoignage de la façon dont vous nous avez captivés, intéressés, en nous présentant l'état de votre réflexion et de votre action au cours de votre vie, parce qu'en réalité, c'est votre vie que vous nous exposez, c'est votre combat, c'est votre raison d'être, et cette implication personnelle, cet élan vital qui vous traverse, bon, je crois que vous avez su le communiquer à notre salle, et nous vous en remercions. Alors, je le dois à Limoges, je le répète. Je le dois à Limoges. C'est un bonheur supplémentaire pour nous. Donc le temps des questions est arrivé. Alors très souvent, on attend un instant pour la première question. Donc je vais la poser rapidement, de façon à ce que la deuxième question puisse arriver aussitôt dans la foulée. Mais ce que je voulais vous demander, Jean-Louis Sanchez, c'est... moi, j'ai bien apprécié le fait que
vous ne discréditiez pas l'action politique en disant le politique, il a des choses dans les mains, il a la capacité de transformer le réel, on doit passer par le politique. Alors vous portez un jugement et un espoir plus considérable sur la politique locale. Et moi, en tant qu'élu local, ben évidemment, j'y suis sensible parce qu'à travers votre propos, ben, j'ai retrouvé des exemples de l'action que j'ai pu mener, que je mène encore, mais surtout en tant que maire pendant 12 ans. Et c'est heureux et comment dirais-je, très utile de se voir reconnu dans ce rôle qu'on a pu avoir de façon modeste souvent, mais qui est quand même extrêmement utile. Donc cette politique, vous ne la discréditez pas, au contraire, vous avez confiance en elle. Néanmoins, au niveau, on va dire, des sommets de l'État, que vous avez l'habitude de fréquenter quand même d'assez près, hein, j'ai l'impression, à votre avis, comment est-il possible d'arriver à tenir ce discours de changement, ce discours un peu iconoclaste qui est le vôtre? Qui est en mesure de le porter, ce discours, qui est en mesure de le faire entendre, qui a la crédibilité, qui est capable de générer la confiance d'une opinion publique et d'un électorat avec des propositions aussi fortes et aussi novatrices que celles que vous portez? Comment est-ce que vous voyez ce scénario? Bon, je vais essayer de répondre chaque fois très vite parce que pour avoir plus de questions, voire de contestations, parce que ce qui est intéressant, c'est là où on éclaire le mieux, c'est quand quelqu'un vous dit « mais attendez, vous nous racontez des bêtises », ça permet d'essayer de rétablir les choses. Non, ce que je crois, et vous avez raison, bon, d'abord, je vais vous dire, il y a peut-être qu'à Limoges qu'on pouvait comprendre qu'il s'agissait vraiment de quelque chose d'important. D'autant plus que ce qui est important aussi, c'est la crédibilité. C'est vrai qu'il y a dans la salle des personnes qui peuvent témoigner effectivement, je dirais, d'une certaine crédibilité de l'engagement. D'ailleurs, d'un engagement qui n'est pas un engagement politique mais éthique. Hein. Parce que moi, je l'ai écrit dans mon bouquin, et c'est une des phrases les plus courageuses, surtout quand on est financé en partie par l'État. Moi, je l'ai dit, moi, je ne crois plus que la frontière soit seulement celle des sensibilités politiques. Hein. J'ai trop vu d'excellents maires ou d'excellents présidents de conseils généraux qui n'étaient pas obligatoirement d'un camp ou d'un autre camp. Je crois que c'est vraiment la dimension humaine de l'action locale est très forte. Hein, et qu'on peut avoir des surprises avec des maires de sensibilités différentes. Je crois vraiment que ce qu'il faut essayer toujours, c'est de rechercher au fond de fond ce qui motive la personne. Mais ce que je crois réellement, c'est qu'il faut essayer, là. On n'a plus le temps, c'est un peu comme pour le climat. On n'a plus le temps, on n'a pas un plan B. Il faut agir très très vite. Vous vous rendez compte, est-ce que vous croyez réellement qu'on puisse tenir, je dirais, la question terroriste par la seule voie sécuritaire? Il la faut. Il la faut. Il nous faut absolument autre chose. Il faut aujourd'hui obtenir l'adhésion massive de toutes les autres communautés qui fondent de toutes les communautés, pas de toutes les autres, de toutes les communautés qui fondent la communauté française. Il faut redonner confiance à tout le monde. Et donc avoir un projet très ambitieux, ne pas dire on va régler le problème des banlieues en 24 heures, mais dire on va s'y attacher comme une priorité nationale. Les maires doivent dire dorénavant, la politique de la ville, ce n'est plus l'affaire d'un maire adjoint, c'est mon affaire personnelle. Ça, c'est un changement radical d'optique. Il faut avoir cette exigence-là. Et donc, je crois qu'il faut absolument réussir à engager ce processus d'une réponse anthropologique globale à la crise de civilisation que nous traversons. Comment y arriver? Vous savez, jusqu'à présent, on a tout essayé. Et on n'y est pas parvenu. Quand je dis tout, je ne suis pas seul. Heureusement, par exemple, dans le combat qu'on mène actuellement, je peux citer quelques personnalités. Jean-Louis Bianco, président d'Observatoire de la laïcité, Jean-Baptiste de Foucault, qui est abrité par l'audace avec le pacte civique, enfin, Edgar Morin, plein de gens qui ont envie que l'on réussisse notre belle aventure. Et auprès des cabinets ministériels aussi. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce qui est déterminant aujourd'hui dans le fonctionnement de la classe politique nationale, c'est la visibilité de l'action. Donc si les médias ne soutiennent pas une démarche qui tendrait à inspirer les acteurs nationaux d'un goût du durable, de l'anthropologique, etc., ça ne marchera pas. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple, j'ai terminé, de l'exemple de ces 180 maires, que je verrai bien, je ne sais pas si je vais y arriver, mais franchement, j'entretiens cette idée de plus en plus, avec, je dirais, des chaînes, etc. Voilà, enchaîner je dirais,
à la facilité faute de médias, grossièrement. Et donc, il y a ça. Et puis il faut aller les voir les uns les autres. Mais je crois que ça passe fondamentalement par les médias. Or, même la PQR est indifférente. Moi, j'ai essayé de mobiliser le populaire sur l'événement d'aujourd'hui, non pas pour qu'on parle, moi, je n'ai aucun bénéfice, je dirais, de la réussite de cette rencontre. Mais ce qui m'apparaissait intéressant, c'est justement de créer effectivement cette idée, au fond, que le doute doit être dépassé par l'espérance. Eh bien, réception totalement négative. Voilà, bon, j'ai été voir récemment le patron de Bayer Presse, qui est un type formidable. Bayer Presse, c'est La Croix, c'est La Vie, c'est une multitude de médias. Bah, bien évidemment qu'il a envie de s'engager dans cette immense direction, mais avec beaucoup de précautions et de difficultés. Parce que le réflexe naturel aujourd'hui des médias, c'est de croire que le seul intérêt que les lecteurs peuvent avoir, c'est pour effectivement la difficulté et jamais le potentiel. Et donc on est constamment dans cette énorme difficulté. Et c'est pourtant même une erreur commerciale, puisque les rares médias qui marchent sont ceux qui continuent de porter et d'entretenir un petit peu cette flamme, cette espérance, comme La Croix par exemple, qui est un journal qui marche bien. Donc je ferme la parenthèse, mais je voudrais... Voilà, vous avez fait vous avez été enseigné en Sciences Po, et vous savez que tout ça s'analyse. Et je crois que aujourd'hui, la durée de la fonction ministérielle, et même la durée de la fonction présidentielle, est si réduite que c'est constamment la recherche de la visibilité. Et que c'est par la visibilité qu'on pourra transformer le pays, et que donc un des atouts majeurs, c'est la transformation du quatrième pouvoir. Un pouvoir positif, et que tant qu'on n'y aura pas réussi, on n'arrêtera pas, effectivement, ce déclinisme qui caractérise aujourd'hui notre pays. Et c'est vraiment dommage. Je vais vous dire une chose. J'ai amené un ami à moi, qui est un spécialiste québécois de sciences administratives et sociales, etc., à la journée citoyenne de Bervillers, qui est maintenant entretenue donc, par 40 villes alsaciennes le même jour. Si vous voulez retrouver de l'espérance, venez à la journée citoyenne de Bervillers, c'est autour du 20 mai. Vous repartez, moi j'y vais tous les ans, hein, c'est clair et net, parce que chaque fois que je les espère, j'y vais, puis boum, je vois que mes concitoyens sont capables des pires utopies, je reviens, je suis reparti pour un an. Donc c'est vraiment précieux. Eh bien, chaque fois qu'on invite les médias, on a effectivement... un refus, on en a un tout petit peu parlé cette année, parce qu'une habitante d'une des communes, etc., avait un lien avec l'une des grandes chaînes, et on a pu avoir un petit extrait de journée citoyenne. Mais je vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a avec cette journée citoyenne? Il nous casse les pieds. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est en expert que je vous parle de la journée citoyenne. Moi, je connais, allez, grossièrement, une centaine d'expériences magnifiques en France. Mais la seule qui s'attaque à toute la société, sans ostracisme, les vieux, les pauvres, les riches, les moins riches, les colorés, etc., c'est la journée citoyenne. Elle met en dynamique toute une société. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi à Bervillers, on a réussi à mettre ensemble les uns, les autres, les maçons, les athées, les chrétiens, les ci, les là, tout le monde ensemble, on agit ensemble et on gagne ensemble. Pourquoi ça ne se passerait pas dans l'ensemble de notre grand pays? Voilà des éléments vraiment d'espérance très forts, mais c'est vrai que le grand barrage, très concret sur votre question, c'est celle des médias. Tant qu'on ne rendra pas visible ce type de manifestation, on n'avancera pas. Et le grand espoir que je vous livre aujourd'hui, c'est que je pense que 2016 va consacrer effectivement cette idée-là de façon opérationnelle. Je crois beaucoup que nous allons vers une semaine de la fraternité.